Chers internautes, nous vous remercions de nous rejoindre encore pour suivre cette série d'entretiens dans le cadre du trentenaire du département culture, à l'époque gestion du patrimoine culturel, de l'Université Senghor, opérateur direct de la francophonie, qui est basé à Alexandrie, en Égypte. Et je reçois trois catégories de personnes. La première est celle des anciens directeurs, anciennes directrices de département. En deuxième position, nous avons les alumni du département, une sélection de quelques-uns, de quelques-unes. Et en troisième position, en troisième catégorie, les anciens ou les tout premiers enseignants, les toutes premières enseignantes du département culturel. C'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui professeur Josette Chagéa Chiluila, qui nous rejoint depuis la République démocratique du Congo. Elle fait partie de ces femmes qui ont constitué la première cohorte d'enseignantes du département culture, gestion du patrimoine culturel à l'époque. Madame Chagé, bonjour. Bonjour, monsieur Comment, le directeur du département culture. comment, merci, comment allez-vous? Je vais très bien, Très bien. très Et bien. très bien, ok. Et à Kinshasa, le climat, il est clément. Ici, c'est l'hiver. Il fait chaud, le climat est superbe et on fonctionne comme il faut. D'accord. Quand le climat favorise un travail de qualité, nous ne pouvons que nous en réjouir. Je vais peut-être commencer par vous présenter, hein. Je ne suis pas sûr que les internautes, particulièrement les anciens étudiants, tous se souviennent ou toutes se souviennent de vous. Je voudrais quand même dire que dans votre parcours, on peut compter que vous êtes conservatrice du patrimoine et vous avez assumé les fonctions de directrice générale à l'Institut des musées nationaux du Congo. Vous êtes membre du conseil exécutif de l'ICOM, que tout le monde connaît, le Conseil international des musées, présidente d'Africom, Conseil international des musées, mais en Afrique. Et au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, vous avez été en poste à Dakar en qualité de directrice du bureau régional Afrique de l'Ouest de l'AUF. Ensuite, vous êtes revenu dans votre pays, en République démocratique du Congo, puis vous a été confié les fonctions de directrice générale du CDSURC, qu'on appelle Centre de documentation de l'enseignement supérieur universitaire de la recherche à Kinshasa, qui est un partenariat entre les universités congolaises et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous me corrigerez si cela n'est pas totalement exact. Et votre poste permanent, c'est que vous êtes professeur ordinaire, donc professeur de troisième et dernier rang, à l'Université de Kinshasa au département d'anthropologie, à la faculté des sciences sociales, politiques, administratives et de relations internationales. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences sociales de l'Université libre de Bruxelles en Belgique dans l'option anthropologie. Et vous avez été enseignante au département culture, professeur associé. C'est peut-être beaucoup, mais peut-être il faut encore en dire plus sur votre parcours. Mais on a pu faire des choses, ce que je peux ajouter, mais j'insisterai sur le fait que ces positions institutionnelles et académiques m'ont fait avancer, mais j'ai beaucoup appris en faisant le terrain. Et j'ai eu l'avantage, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, j'ai eu l'avantage d'apprendre plus en travaillant sur le terrain. C'est-à-dire, j'ai eu l'occasion de parcourir la République démocratique du Congo, pratiquement de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. C'est un gros avantage parce que je suis née en ville, grandi en ville, et j'ai découvert beaucoup de choses en parcourant l'arrière-pays. Et cet avantage, j'ai pu aussi en bénéficier dans beaucoup des pays voisins, en Angola, quand je faisais le terrain pour préparer ma thèse, au Congo-Brazza. Et je peux avouer que j'ai eu la chance quand même de parcourir l'Afrique. Voilà, parcourir l'Afrique pour Et travailler. j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et donc, cette expérience de parcourir l'Afrique a été
mise au service des étudiants du département de culture. Mais dites-nous, c'était quand que vous avez commencé à enseigner à l'Université Senghor? Comment ça s'est passé la rencontre? Connaissiez-vous déjà l'université? C'était lors d'un colloque? D'où est venue cette collaboration? Je pense, si j'ai bonne mémoire, j'ai eu l'occasion, vous savez, les professionnels de musée dans le monde, on a l'occasion d'assister, d'être invité à l'Assemblée générale. Et j'ai commencé mon travail à l'Institut des musées nationaux comme stagiaire, hors cadre. Les stagiaires sont toujours placés hors cadre du statut parce qu'on vous apprend à faire la collecte, on vous apprend, nous sommes de la génération qui a pu constituer la collection du patrimoine culturel, artistique et historique dans pratiquement toutes les régions du pays. Donc, on avait l'obligation, on le savait, dans le statut, d'être placé hors cadre parce qu'on nous apprenait la déontologie. Être professionnel, ce n'était pas seulement récolter, c'était commencer par être honnête. On avait à notre disposition le travail qu'on devait faire, c'était acheter des objets du patrimoine culturel en faisant le terrain dans l'arrière-pays, mais acheter aussi chez les collectionneurs privés. Ce qui fait que nous étions souvent en présence de sommes assez importantes. Et, et après tout le travail, c'était un groupe de quelques personnes. Je peux revenir là-dessus assez rapidement, puisque dans notre pays, au moment de l'accession du pays à l'indépendance en 1960, c'est déjà vu, c'est 60 ans. Il y a déjà 60 ans, les musées existaient, mais ce sont des musées qui avaient un caractère privé. C'était ou des missions catholiques et protestantes qui possédaient des musées, qui avaient fait des récoltes, ou alors des privés, des amis du musée, comme le musée de la vie indigène à Kinshasa et comme également le musée de Lubumbashi. Donc, la collection qui était là était conservée convenablement. Je ne l'ai pas beaucoup vue. J'ai eu l'occasion de visiter très jeune à l'école primaire et sans doute au début du secondaire. J'ai eu l'occasion de visiter le musée de Lubumbashi. C'était assez impressionnant et je pense que c'est pour ça que je me suis tournée vers le musée. Mais ces musées n'ont pas survécu au moment de l'accession du pays à l'indépendance. En 1960, le musée de Kinshasa, le musée de la vie indigène a été complètement pillé et celui de Lubumbashi, je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais on sait que quand il y a eu la sécession katangaise, avec l'intervention des Nations Unies, les soldats qui étaient là ont pillé le musée de Lubumbashi. Donc, il fallait faire quelque chose. Et je pense que vous le savez, dans le contexte congolais, quand le maréchal président a pris le pouvoir, il avait toujours, on peut citer ça comme une obsession. C'était le contentieux, le fameux contentieux belgo-congolais. Et un des volets du contentieux belgo-congolais, c'était la restitution du patrimoine, comme il avait fait son école de journalisme en Belgique. Il a réclamé la restitution des objets qui étaient conservés au musée des Terres du Rhum, parce que ces objets-là, ce n'étaient pas seulement des objets de la culture matérielle, mais il y avait aussi des animaux, il y avait aussi empaillés, bien sûr, des animaux, mais il y avait aussi des monnaies, etc. Et je pense
Et j'ai appris aussi qu'il a dû avoir des excellents conseillers qui lui ont dit réclamer la restitution, c'est un peu, c'est bien, mais avec ce que nous avons sur le terrain, nous pouvons le récolter, constituer une excellente collection. Et c'est là où il a pris la décision de créer l'Institut des musées nationaux. C'est les années 70 et de signer un arrangement particulier avec la Belgique en nommant comme directeur général de cette institution le même, le professeur Lucien Carène, géologue, celui qui a fait le gros travail sur la géologie dans le Congo central, et il a nommé comme adjoint un frère des écoles chrétiennes, comme lui-même c'était un ancien des écoles chrétiennes, et ce frère, Joseph Cornet, des écoles chrétiennes, était directeur général en ce moment-là à l'Académie des Beaux-Arts. Et on leur a confié la responsabilité de commencer, de recommencer à recruter des jeunes qui sortaient des universités, donc qu'on pouvait contrôler, former avec une déontologie professionnelle bien, bien assise. Et le travail a commencé en ce moment-là. Et le premier des Congolais à être engagé, c'était notre aîné qui qui préparait sa thèse à Leuven, le professeur Lemagui, qui est malheureusement déjà décédé. Donc, ça a démarré ainsi, et dans le cadre de l'arrangement particulier, la Belgique a mis à la disposition de l'institution congolaise une expertise dans le domaine de l'administration juridique, dans le domaine de la musicologie, et puis dans le domaine de la récolte, et accompagner des Congolais. Et en même temps, comme on avait le même directeur général, aussi bien à Kinshasa, à l'Institut des musées nationaux, qu'à Tervuren, des jeunes ont été engagés au musée de Tervuren et au musée de Kinshasa. Et vous faites C'est partie de ainsi. ces jeunes-là. Oui, de l'autre côté, on avait, je peux citer quelqu'un qui est suffisamment connu dans le domaine, et il a fait l'archéologie, le professeur émérite aujourd'hui, Pierre Demaret, qui a été recteur de l'ULB et qui est archéologue, Daniel Cahen, Van Noten de l'autre côté, et du côté congolais, il y a eu, j'ai parlé de Lema, j'ai Lemba, Kalema, Madame Zembele, qui a été la première, une de nos aînées, qui nous a appris comment établir les fiches, comment acheter les objets, puisqu'on devait évaluer les prix. Et en ce moment-là, le musée était directement rattaché à la présidence de la République, donc les moyens étaient là. La Belgique a pu mettre à la disposition de l'institution des véhicules, 4x4, et le travail a été fait vraiment convenablement pour la récolte sur le terrain. Et Alors, sur place, comme il y avait une législation, la législation, c'était une loi votée par le Parlement. La loi qui constituait la création de l'Institut des musées nationaux. La loi qui s'est rapportée à la gestion du personnel. Donc, le jeune personnel engagé était placé hors cadre. C'est-à-dire, vous êtes initié à faire le travail, vous manipulez de l'argent, vous êtes en contact avec les collectionneurs privés qui sont dans la ville, mais vous êtes surveillé. Alors, concernant les collectionneurs privés dans la ville, ils avaient l'obligation, quand ils avaient leurs œuvres, ils ne pouvaient pas les sortir du pays sans l'autorisation du musée. Ils devaient présenter l'œuvre au musée
avec la photographie. Si le musée estimait que l'œuvre était indispensable pour la collection nationale, le musée l'achetait. Si c'était une pièce, bon, je donne un exemple, si nous avions déjà une bonne quantité de masques Supu Uyaka, si vous venez avec un masque qui est à peu près vrai, on ne va pas la prendre, on vous la laisse. Mais vous allez avec le secrétariat général de la culture, là, on vous donne l'autorisation. Vous payez la taxe qu'il faut et vous sortez avec l'objet. Et ce qui était fort, puisque l'institution était gérée par des lois votées au Parlement, nous travaillons aussi en forte collaboration avec l'OFIDA. Ils étaient à l'aéroport, ils saisissaient les pièces. Ils n'avaient pas l'autorisation et ils nous les ramenaient au musée. Parce que quand on vous saisit des pièces que vous voulez sortir sans autorisation, on les garde. Voilà. Merci Résumé un beaucoup peu comment ça s'est. pour l'aperçu général. Et vous, comment est-ce que vous avez commencé à enseigner à l'Université Senghor? Comment s'est passé les contacts? Voilà, je voudrais, vous pouvez nous donner un peu l'historique de votre relation avec l'Université Senghor, le département gestion du patrimoine culturel à l'époque. Nous avons, en travaillant au musée, bon, j'avais déjà un pied à l'université aussi de Kinshasa où je devais rester, mais j'ai préféré prendre l'option d'aller au musée parce que je trouvais que le musée, c'était plus dynamique et tout ça. Bon, mais avec l'université Senghor, en étant au musée, dès le départ, la collaboration, la coopération, l'arrangement particulier, c'était la Belgique. Par la suite, nous avons eu la coopération avec la France, avec l'Allemagne, dans le domaine des appareils de photo et avec le Japon également pour l'équipement de l'institution. Mais entre 1982-86, nous avons eu une coopération assez bien orientée. C'était la coopération PNUD-UNESCO qui ciblait la construction d'un musée à Kinshasa parce que avec tout le travail qui avait été fait, le financement obtenu, on avait récolté plus ou moins 50 000 pièces de la culture matérielle, artistique et historique. Donc, avec cette coopération PNUD-UNESCO, il a été question de nous ouvrir beaucoup plus à l'extérieur pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Et on était identifiés et moi j'ai eu l'occasion d'être envoyée pour un briefing à l'UNESCO. Nous avions à ce moment-là M. Boulenzi d'origine ougandaise qui travaillait à l'UNESCO, qui chapeautait le projet pour l'UNESCO. Donc, j'ai été faire le briefing et je suis allée participer, assister à l'Assemblée générale du Conseil international des musées qui s'est déroulé à Londres en 1983. C'est entre cette Assemblée générale de Londres et l'Assemblée générale qui viendra après à La Haye en 1989 que j'ai eu l'occasion de croiser et de rencontrer Madame Caroline Petit, pas des proches, mais elle était en train de fouiner, de chercher, et je pense que c'était l'époque où elle travaillait sur l'élaboration de l'université Senghor. Le Donc, département de gestion du patrimoine culturel. voilà, voilà. Donc, c'était pratiquement à ce moment-là qu'on a eu l'occasion de se croiser dans les couloirs du Conseil international des musées. Et après, elle vous a rappelé quelques années plus tard. Oui, quelques années plus tard, on s'est revus. Et puis, en 2000, elle a été en contact avec moi pour des discussions
parce qu'elle gérait déjà le département, à ma connaissance, hein, elle gérait déjà le département de- Gestion du du patrimoine patrimoine culturel, oui. culturel, mais elle avait aussi en tête, c'est une personnalité assez forte qui agit et qui est souvent dans l'action. Et elle avait l'intention de monter un grand projet qui allait toucher pratiquement beaucoup de pays, les inforoutes du patrimoine. Donc, j'ai été contactée pour les cours à l'Université Senghor, mais elle est venue à Kinshasa, une rencontre qui s'est retrouvée à un très haut niveau, puisque elle a présenté ce projet au département du patrimoine, au département de sociologie, sciences sociales, politiques et administratives. Et normalement, ça devait être présidé par le recteur de l'université, mais comme il était absent, c'est le secrétaire général académique, le professeur Capeta, à ce moment-là, qui a présidé la rencontre. Elle a présenté l'université Saint-Maur, elle a présenté le département qu'elle gérait et elle a présenté ce projet des inforums du patrimoine. Et finalement, le travail a été tellement fait et bien fait et accepté que ce projet a été installé au département de sciences sociales, politiques et administratives, au CERDAS, les inforums du patrimoine. Et Et moi, j'ai passé mes cours à donner cours à l'Université Saint. Dans les archives, j'ai trouvé des actes d'un colloque organisé à Kinshasa. Pouvez-vous nous en parler? Il y a eu un colloque qui est organisé à Kinshasa avec des actes dont d'ailleurs la couverture est bleue. Mais oui, justement, c'est à cette occasion-là, à cette occasion de l'installation des inforums du patrimoine. C'est un travail qui nous avait mobilisés et qui a été très bien fait. Et je dois l'avouer, puisque j'étais fortement impliquée là-dedans, c'est un travail qui nous a sortis de notre train-train quotidien jusqu'à nous amener à être reconnus quand même, hein, au niveau de l'Afrique centrale. J'ai même été nommée, élue plutôt, j'ai été élue présidente du Conseil international de musées en Afrique centrale et par la suite, j'ai continué. Mais ce projet des inforums du patrimoine, c'est un projet très intéressant. Nous avions pu impliquer et l'Angola, le Congo-Brazza et le Gabon. En En quoi fait, consiste ce projet? on, on est parti du fait, et c'est ça l'idée qui s'est développée, qui est devenue un peu l'idée de Africom par la suite. C'est-à-dire que nos frontières administratives n'ont pas de rapport avec les aires culturelles, que l'Afrique est un continent ouvert. Vous pouvez partir de l'Afrique australe, passer en Afrique centrale, ces frontières, c'est des frontières à peu près. De part et d'autre des frontières administratives, vous avez des aires culturelles qui se chevauchent. Vous êtes à Kinshasa, vous allez à Brazzaville, c'est le même groupe ethnique. Vous êtes en Angola, vous êtes au Congo-Kinshasa, le cimetière des grands chefs du royaume du Congo se trouve pratiquement à la frontière en Angola, du côté de. Et j'ai eu l'occasion d'aller jusque-là pour le rencontrer. Le roi, l'héritier du roi Congo, était installé plutôt à Fouasse, au nord de l'Angola, mais reconnu par tous. Et quel était le premier cours que vous avez enseigné à l'Université Senghor? Quel était son intitulé? J'ai enseigné à l'Université Senghor le cours de trafic illicite. Et au même moment, pour vous dire que
il y avait beaucoup d'idées qui foisonnaient à partir de Senghor. Et l'université Senghor, le département, a voulu faire connaître justement cette culture africaine en publiant. Je pense que j'ai amené l'ouvrage avec moi ici. Je crois que c'est le premier ouvrage publié par le département, le patrimoine culturel africain. Je pense avoir, il y a l'introduction de Madame Caroline Gaultier. Je pense, la présentation générale, c'est moi qui l'ai écrite. Et puis, il y a eu tous les autres, nos collègues de l'Angola, Manza Mivovo Fernando, Vincent Negri, le professeur Pierre Demarais, voilà. Je crois que c'est un ouvrage qu'on a sorti en 2000. Et les pratiques illicites, cette question continue encore à se poser aujourd'hui, puisque vous Bien avez sûr, impliqué votre OFIDA, je crois qu'il a DGDA aujourd'hui, qui est impliqué dans la surveillance pour qu'il n'y ait pas des trafics illicites, circulation interdite de certains biens culturels. Il y a eu une déclaration à Libreville au mois de décembre dernier des ministres en charge du patrimoine de la CAC. Est-ce que vous estimez vraiment que cette question continue à se poser avec acuité, même si vous avez commencé à l'enseigner déjà au début des années 2000? ça se pose avec acuité parce que je dirais, en langage diplomatique, nous essayons d'aller trop vite. C'est-à-dire, les professionnels ont un objectif essentiel, c'est de conserver et protéger le patrimoine, les objets de la culture matérielle, artistique et historique, en vue de le faire connaître au public par l'éducation. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Quand on fait une exposition, on élabore un catalogue. Dans ce catalogue, on écrit, on met des photos des objets qui sont dans le musée. Mais il s'est fait que beaucoup de nos pays en Afrique, et même ailleurs, hein, on l'a vu en Irak aussi, il y a des troubles qui arrivent. Et ça, je mettrai entre parenthèses, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire, quand il y a des troubles quelque part, il y a Les actes de ceux qui viennent. vandalisme. Quand ils sont forts, ils amènent leur butin de guerre. C'est vieux comme le monde. Et même dans nos pays, quand il y avait des guerres entre groupes ethniques, on ramenait les butins de guerre. Ces butins de guerre, ça pouvait être les enfants, ceux qu'on a vaincus. Et ça a continué jusqu'aujourd'hui. Donc, les catalogues d'exposition que nous illustrons souvent avec les objets de la culture matérielle, artistique et historique, c'est aussi un terrain d'information pour ceux qui ont envie d'acheter. Parce que, comme vous le savez, un patrimoine ne perd jamais sa valeur. L'argent que vous mettez en compte peut perdre sa valeur, mais le patrimoine ne perd pas la valeur. Au contraire, vous avez le Picasso acheté il y a 10 ans, aujourd'hui, il va vous coûter plus cher. Si vous avez une belle statue Emba que vous avez achetée il y a 50 ans, aujourd'hui, il va vous coûter très cher. Donc, le patrimoine constitue quand même une préférence dans la, je dirais pas la conservation, dans la sécurité financière. C'est beau et c'est cher, ça vous rapporte. Et c'est la raison pour laquelle le trafic continue. Le trafic continue parce qu'il y a des gens qui sont devenus de plus en plus spécialistes. Il y a des maisons avec lesquelles, des maisons sur le plan international, avec lesquelles
nous, on a été en difficulté. À l'Institut des musées nationaux, nous avons eu des problèmes. Quand, en 1990, le maréchal a décidé la rupture de la coopération, nous avons eu le malheur de perdre quelques pièces. Quand, en 1997, à l'entrée de Kinshasa de l'AFDEL, nous avons failli avoir des problèmes. Mais comme ils arrivaient et qu'on savait qu'ils arrivaient, et ça fait partie de notre déontologie professionnelle, il y a des objets que nous avons cachés, que nous avons mis en lieu sûr. Surtout que les réserves étaient installées dans un endroit un peu problématique, puisque c'était au Mont Galema, où il y avait aussi l'habitation du maréchal président. Et nous avons tout fait pour que ces objets soient planqués quelque part et qu'ils ne puissent pas tomber dessus tout de suite. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez être professionnel des musées, un chef, un directeur général, mais les gens qui protègent, si et surtout, c'est les gardiens des sentinelles. À l'arrivée de l'AFDEL en 1997, c'est à 5 heures du matin, 6 heures du matin, que j'ai vu arriver chez moi les gardiens pour me dire, écoutez, ils sont entrés, ils sont là-bas, et avec les familles que nous avons à l'hôpital de la Rive, ils risquent de venir, de monter. Il faut absolument faire quelque chose. Je dis, mais on va faire comment? Ça tire. Mais nous avons trouvé une solution. J'ai pu appeler un collègue qui habitait pas très loin, à Lingwala. On est venu, on a appelé, puisque nous avions toujours un réseau dans la profession, il faut toujours avoir un C'est réseau très important. professionnel qui savent ce qu'il faut faire à un moment donné. Sinon, des fois, vous vous retrouvez en grande difficulté avec les gens que vous ne soupçonnez pas. Donc, j'ai eu l'occasion d'appeler l'ambassadeur de Suisse qui nous a demandé d'aller chez lui. J'ai conduit jusque chez lui en disant oui, non. Nous, notre drapeau, c'est une croix. On prend mon véhicule avec le drapeau, on met un drapeau blanc au-dessus du véhicule et on y va. Nous sommes arrivés. Nous avons expliqué à ces jeunes qui étaient des enfants, des adolescents, ce que c'était un musée. Parce que pour eux et pour la grande majorité des compatriotes, c'est un peu dommage. Hein. Les musées, c'est des fétiches, les masques, et surtout maintenant avec les églises des réveils, c'est des fétiches. Donc, c'était le fétiche du maréchal. On leur a expliqué que c'est des objets de notre culture. Ils ont compris et ça s'est très bien passé. Ils n'ont pas, on a eu des conventions avec eux, ils n'ont pas bougé les choses qui étaient là, ils ont compris. Heureusement que c'est bien passé. Nous allons tendre un peu vers la fin. Vous avez l'avantage d'être à la fois enseignante à l'université, professeur ordinaire, et d'avoir travaillé dans le monde professionnel. Vous avez été directrice générale de l'Institut des musées nationaux du Congo, présidente d'Africom, ainsi de suite. Aujourd'hui, en regardant l'évolution des questions politiques, économiques liées au patrimoine aujourd'hui, quelle orientation vous conseilleriez en matière de formation pour que les étudiants qui sortent du département de la spécialité gestion du patrimoine culturel soient vraiment aguerris et prêts à faire face aux défis dans le monde du travail? Vous savez, je vous répondrai d'office en vous disant, c'est notre gros problème en Afrique. Je parle de l'Afrique en général. C'est notre gros problème en Afrique. Vous avez quelqu'un qui appartient à un groupe qui voit qu'on produit des objets
Pour lui, ces objets-là, c'est des fétiches pour faire du mal. Je vais vous donner un exemple. J'étais commissaire général adjointe au cinquantenaire et on avait produit à l'occasion un livre sur l'architecture, la vieille architecture qu'on trouve dans nos villes, Lubumbashi, Kinshasa. Nous avions été offusqués de voir que dans la salle, un journaliste très connu qui pose sa question pour dire, mais pourquoi passer le temps à écrire des livres sur des architectures dépassées? Mais nous allons casser tout ça. Nous allons construire du neuf. Ça veut dire, Quelle j'ai eu l'occasion conception de du répondre. patrimoine pose problème. Ça veut dire que ce monsieur-là ne connaît pas son identité. Vous allez casser là d'où vous venez. Vous allez construire des immeubles avec les Chinois ou les Libanais. Mais le passé, c'est votre identité. C'est ce que vos parents, vos arrière-grands-parents ont connu et vous ont transmis dans le respect. Donc, je pense que la chose la plus importante que nous devons faire, c'est séparer les croyances religieuses, spirituelles, avec la réalité du monde d'aujourd'hui. Si nous avons besoin de notre identité, de notre patrimoine nous appartient. C'est grâce à ce patrimoine que nous devons et que nous pouvons nous valoriser. Si nous passons notre temps à détruire les masques, c'est des fétiches. Des fétiches, oui. Nous avons utilisé. Est-ce qu'on a vu un grand chef traditionnel quand vous allez chez les Cubains? Il vit dans une hutte construite n'importe comment? Non. Vous allez chez les Bamileke, la même chose. Vous pouvez monter encore plus haut, aller jusque chez le Peul, même au Maroc, chez les Berbères. Vous allez trouver une identité qui est la leur et qui fait leur fierté. Et c'est ça qui nous valorise. Il faut que nous soyons d'abord bien nous-mêmes pour que nous puissions nous développer convenablement. D'accord. Et les étudiants devront avoir la tâche, une fois rentrés, de pouvoir contribuer à la valorisation de ce patrimoine, à faire comprendre aux différentes composantes sociales que le patrimoine fait partie de notre histoire et nous avons grand intérêt à pouvoir le conserver, à pouvoir le valoriser, à pouvoir l'intégrer dans nos processus de développement. Professeur Chage, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien dans le cadre du trentenaire du département culture. Je suis sûr que certains anciens étudiantes pourront vous reconnaître à l'écran et je donne rendez-vous à nos internautes à la prochaine édition, au prochain numéro. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous remercie.